Bonjour à tous, je vous propose donc de commencer cette nouvelle conférence cet après-midi ici à l'Agora de Solutrans. Alors des défis environnementaux, économiques de plus en plus nombreux, notamment nous allons voir, ou plutôt pour certains découvrir que la transition énergétique ne passe pas uniquement que par l'acquisition de véhicules neufs, donc utilitaires ou poids lourds. Le rétrofit, la régénération ou encore le recyclage offrent des alternatives innovantes et crédibles pour prolonger justement la durée de vie des camions utilitaires, de réduire leurs coûts ou même de s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. En combinant donc ces approches, les transporteurs peuvent prolonger la rentabilité de leur flotte, c'est ce qu'on va voir, minimiser leur impact environnemental et répondre aux nouvelles exigences du marché. Cette conférence donc va apporter un éclairage, enfin plusieurs éclairages avec des exemples bien concrets de rétrofit, de régénération ou encore de recyclage. Alors pour une première partie, je vous propose d'accueillir ici sur scène Arnaud Villéger, président de l'OVI, Pierre Masclet, directeur des véhicules reconditionnés d'occasion de Renault Trucks France, et Frédéric Stradi, directeur général de Kinomic, et Daniel Gaspard, directeur des opérations de maintenance de TIP. Messieurs, bonjour. Donc vous prendrez les micros au fur et à mesure. Arnaud Villégier, on va commencer avec vous Bonjour. pour donner un peu quelques chiffres pour argumenter donc, en introduction, notamment sur l'état du marché d'occasion, puisque là on va parler de véhicules donc, qui circulent, des véhicules notamment d'occasion, donc non neufs. Aujourd'hui, où on en est dans justement les véhicules d'occasion dans le véhicule industriel? Alors aujourd'hui, on est sur un marché qui est, j'ai envie de dire, à la fois sur le neuf, mais également sur l'occasion, puisque c'est ce qui nous rassemble, sur un marché qui est compliqué, qui est en tension, puisqu'on observe des chiffres négatifs, à la fois sur la partie volume, j'ai en tête un moins 10% d'immatriculation sur l'année. Je vous redonnerai deux, trois autres chiffres également, mais voilà. Et en fait, ce qui est également un point à constater, c'est que le marché se perd en volume, mais il se perd également en valeur. Forcément, le marché est moins liquide, et donc on a une baisse des prix unitaires. Alors, côté chiffres, stagnation des immatriculations pour l'occasion, c'est ça? Alors, stagnation des immatriculations, effectivement. Et puis, moi, ce que je voulais vous dire, puisque vous parlez du parc, et puis pour essayer de comprendre pourquoi on est là finalement et comprendre pourquoi est-ce que ce rétrofit, cette régénération est une opportunité et pourquoi il y a une bonne fenêtre de tir en fait. J'avais envie de vous parler de l'âge du parc. L'âge du parc français, on vient de le dire, le VO baisse, le véhicule de neuf baisse également, et le parc stagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre parc vieillit, et on l'a entendu un peu partout sur les stands. Cependant, j'avais envie de vous donner une note d'optimisme, parce que certes, notre parc français est vieillissant, mais il est l'un des plus jeunes en Europe. Et ça, il faut qu'on l'ait quand même tous en tête. Pour vous donner quelques chiffres, on a seulement 35% du parc qui a plus de 10 ans. La moyenne européenne est à 55%. L'Italie, par exemple, est à 72%. Donc on a un parc qui est 10 ans à peu près en moyenne. Ça, c'est la première chose. Avec cependant une disparité sur les porteurs et les tracteurs. Nos tracteurs ont seulement ont 4 ans ou moins à plus de la moitié. Alors, Donc, stagnation, voilà, ouais. stagnation des immatriculations, on en parlait, et à la fois également hausse des coûts. Voilà, donc il faut trouver d'autres solutions et notamment se retourner, pourquoi pas, vers du rétrofit ou du Et reconditionnement. effectivement, si vous additionnez ou que vous essayez de scruter tous les coûts de ce qu'on appelle le TCO, du coût total de détention, vous allez avoir bien évidemment le coût des matériels qui augmente, le coût de la main-d'œuvre quand on se parle de SAV qui augmente également, le coût des pièces détachées qui augmente. Et en fait, l'impact
de tout ça, c'est que le coût d'exploitation augmente parce que notamment les durées d'immobilisation coûtent. Ce sont des coûts cachés, mais ils sont importants. Donc on a, sans parler du coût de l'énergie, évidemment. Donc vous avez raison, une hausse de toutes les composantes quasiment du TCO aujourd'hui. Parlons de la location, si on en parle beaucoup sur la location, donc sur des véhicules neufs, entre guillemets. On peut retrouver la location également, par exemple, sur le rétrofit, choses comme ça. Alors, on peut retrouver... On en parlera dans un instant. Mais... On peut rétrofiter effectivement des véhicules loués. Ce qui se fait aujourd'hui, le rétrofit le plus accessible, le plus... je ne veux pas dire le plus maîtrisé parce qu'il y a des spécialistes du rétrofit. Et on en parlera dans un instant. Vous en parlerez mieux que moi, mais voilà. En tout cas, c'est celui du diesel vers le baissant, qui est en termes d'exploitation le plus simple ou le plus usité aujourd'hui. Mais vous nous parlerez certainement d'autres solutions d'avenir. Alors justement, on va parler entre autres de reconditionnement avec Pierre Masclet, donc, de Renault Trucks. Pierre, bonjour. Bonjour Hervé. On pourrait dire, on avait fait une première conférence sur notamment reconditionnement, voir ce qu'on pouvait faire, si on pouvait faire du neuf avec du vieux, entre guillemets. Il y a quelques années, je me rappelle, avec Renault Trucks, on avait parlé déjà de reconditionnement. On peut dire que c'est un savoir-faire maintenant développé chez Renault Trucks. Oui, effectivement, le reconditionnement de véhicules industriels, c'est un savoir-faire qu'on a développé, on va dire, sur les 10 dernières années, mais ça s'est encore accéléré dans l'ère post-Covid. Avec à la fois des opportunités identifiées de faire durer nos matériels plus longtemps chez nos clients, qui a été quelque chose de critique à une période où on a connu des pénuries au niveau du matériel neuf. Et grâce à cette expérience de faire durer du matériel chez certains clients, en reconditionnant après une première vie ce matériel pour le remettre en exploitation chez ces mêmes clients, on a développé ce savoir-faire de reconditionner un camion après une première vie pour pouvoir le remettre, le recommercialiser sur le marché occasion avec une promesse très proche du véhicule neuf, mais à côté forcément un intérêt significatif déjà pour l'environnement, un impact important en termes de réduction ou pour éviter d'émettre du CO2, de consommer des matériaux, etc., en prolongeant la durée de vie plutôt qu'en achetant un neuf. Et puis un intérêt économique aussi, parce qu'on arrive à remettre sur le marché des véhicules reconditionnés qui auront un prix qui sera significativement moins élevé que celui d'un neuf et qui pourrait être très adapté à certains usages. En quelques mots, concrètement, comment ça se passe? Je crois que c'est 60% de retour de VO, c'est ça? Alors aujourd'hui, effectivement, pour reconditionner du matériel, il faut avoir des sources, et nos sources principales, ce sont des retours de matériel à l'issue d'une première vie chez des clients grands comptes qui exploitent des clients transporteurs. On parle principalement de camions tracteurs 4x2. Et on a développé sur ces dernières années ce savoir-faire au travers d'un centre de reconditionnement qu'on a mis en place exclusivement pour cette activité, et ça nous a permis de mettre en place des process semi-industriels pour reconditionner les camions de manière économiquement viable et avec des volumes significatifs. Pour vous donner une idée, on reconditionne plus de 100 camions par mois dans notre centre de reconditionnement basé à Saint-Priest, à quelques kilomètres d'ici. Vous avez un propre centre de reconditionnement, hein, c'est ça? Oui, c'est un centre de reconditionnement dédié. Alors, vous disiez en préparant cette conférence que les clients considéraient auparavant le camion comme du consommable, et aujourd'hui, avec justement ils sont passés à des véhicules reconditionnés. On est sur cette... Alors effectivement, ouais, c'est un mix. On a vu un changement de comportement d'achat de la plupart de nos clients. On a beaucoup de clients qui étaient des clients qui n'achetaient que du véhicule neuf et puis qui ont goûté aux véhicules d'occasion et aux véhicules reconditionnés. Et on leur a démontré que ces véhicules étaient tout à fait pertinents pour certains usages. Et donc, on a beaucoup de clients qui, aujourd'hui, bénéficient d'une offre mixte, neuf et reconditionnée, et qui continuent régulièrement à acheter du camion qui a déjà eu une première vie. TPE, PME? Alors, on vend beaucoup à petits clients ces véhicules reconditionnés.
Mais on a aussi des clients grands comptes, les grands noms du transport, avec qui on travaille pour effectivement toujours opérer ce reconditionnement à mi-vie. Et c'est des camions qui repartent chez ces clients pour une deuxième vie d'exploitation. Donc alors, si on explique comment ça se passe le reconditionnement en quelques minutes, on commence par la chaîne cinématique, hein, c'est ça? Ouais, alors le reconditionnement, comme je le disais, l'idée c'est d'avoir une promesse en termes de qualité du produit et de fiabilité qui soit très proche du neuf. Donc on se concentre principalement sur la chaîne cinématique. Il pourrait y avoir des opérations de changement de composants de manière préventive, par exemple des turbos, des embrayages. On a un réglage du moteur, des culbuteurs pour optimiser la consommation. Et puis on va aussi être en mesure, comme on est constructeur, de mettre à jour l'ensemble des softs moteur boîte pour bénéficier des derniers progrès, des dernières optimisations. Et ça génère aussi des gains de consommation par rapport au camion tel qu'il est rentré chez nous. Donc ce process, c'est un processus qui est standardisé. Il fait l'objet de 220 points de contrôle. Et puis, on va aussi opérer du reconditionnement, on va dire, esthétique avec des changements de pièces cassées, par exemple, de manière à ce que le camion, quand il sort de notre atelier, il est vraiment très proche d'un neuf. Alors déjà, il est proche d'un neuf ou au niveau d'un neuf en termes de fiabilité mécanique, on va dire, mais il est aussi très proche d'un neuf d'un point de vue esthétique. Alors, il n'y a pas la question de l'immobilisation également du véhicule. Je suis transporteur, je vous confie le camion. Alors ces programmes, c'est le programme Restart, comme on l'appelle. On avait une promesse vis-à-vis de nos clients transporteurs de les immobiliser moins de 4 semaines. Et c'est un délai qu'on arrive à tenir. Donc en 4 semaines, le camion est reconditionné et repart pour une deuxième vie. Ouais. Et je crois que vous avez du déjà prêt, je ne sais pas si on dit ça comme ça, du Made in France et des véhicules déjà prêts, reconditionnés. Oui, alors effectivement, on a ces programmes Restart qu'on met en œuvre avec nos clients transporteurs qui leur permettent de récupérer un camion qui sera passé entre nos mains pour le reconditionnement. Et puis, on a aussi du reconditionnement de camions qui rentrent et qu'on va recommercialiser à des petits clients. Et dans ce cadre-là, ça peut être soit un camion qui va être préparé à la demande. On a la possibilité de monter des options à la demande du client. Si le camion qu'il souhaite avoir n'a pas toutes les options que le client souhaitait avoir. Et puis, on a aussi des camions qu'on peut préparer, prêts à partir, comme ceux que vous pouvez voir sur l'esplanade ou sur le stand Renault Trucks. On a des camions reconditionnés qui sont prêts à la vente. On va en parler dans un instant avec Frédéric. Vous faites du rétrofit aussi ? Alors, on a travaillé avec des sociétés qui font du rétrofit. Ce n'est pas notre savoir-faire. Nous, on est vraiment sur le reconditionnement. On reste sur une même technologie, à l'exception du rétrofit baissant. Ça, on est en mesure de le faire parce que c'est principalement du soft. Ce sont les mêmes, d'un point de vue hard, ce sont les mêmes composants. Le rétrofit, plus c'est la transformation lourde, c'est ça, du point de vue industriel. Oui, c'est ça. Et sinon, on ne fait pas de rétrofit chez nous pour passer un véhicule d'une technologie thermique à de l'électrique. Par contre, on a travaillé avec des sociétés qui font du rétrofit pour leur fournir des camions à rétrofiter. Alors passons justement, merci en tout cas. Passons au rétrofit avec Frédéric Stradi de Kinomic. On en parle de plus en plus. Je me souviens du dernier Solutrans il y a 2 ans également, on commençait à bien en parler du rétrofit. On va en parler dans un instant, savoir ce que c'est exactement. Je crois que depuis 6 mois, vous avez donc lancé en série. Alors on est dans le VUL pour l'instant, avant le poids lourd, c'est ça Frédéric ? Absolument. Il y a 2 ans, nous étions ici présents avec un véhicule prototype aux couleurs de la Poste sur le stand de Stellantis. Cette année, nous revenons d'abord avec un véhicule à l'essai, ce même véhicule qui était présent il y a 2 ans, donc à l'essai, et qui est commercialisé, qui est aujourd'hui dans les mains de nombreux clients, des grands comptes, des PME, des collectivités locales, des artisans. Donc c'est une affaire qui roule, comme on dit. Et nous sommes présents cette année avec nous revenons avec une deuxième plateforme de véhicules utilitaires, toujours sur le même segment. Et donc ça, c'est bien le signal que nous tenons la promesse. Avec, je crois, un objectif d'ici 2020, c'est fin 2025, de 100 véhicules, c'est ça ? Alors on sera un petit peu moins d'une centaine d'unités, mais pas très loin quand même. Donc ça signifie quand même l'impétence du marché. C'est un signal très positif et surtout, on a de la visibilité sur 2026. Car on voit que cet effet boule de neige sur le véhicule rétrofit prend.
Et des possibilités d'aller au poids lourd également, sur le poids lourd? Alors, le poids lourd, même si le segment nous intéresse, hein, ça reste une possibilité pour nous dans un futur, je dirais, à 5 ans. C'est dans notre roadmap, de la même manière que les véhicules, le rétrofit hydrogène, car le rétrofit permet la conversion de véhicules thermiques en électrique, mais suivant le même arrêté, hein, on peut le faire également en hydrogène. Là aussi, c'est sur une roadmap un peu plus lointaine. Nous suivons les évolutions sur la techno, mais on a d'autres sujets technologiques aussi dans les cartons. Petite explication de texte comme le reconditionnement, le rétrofit, c'est quoi? Alors, le rétrofit, alors je vais prendre une image qui va être simple à comprendre. Le rétrofit, c'est le fait de changer le cœur thermique d'un véhicule en cœur électrique ou hydrogène, suivant l'arrêté du rétrofit. Là-dedans, la valeur ajoutée de Kinomic, puisque nous utilisons des composants constructeurs, c'est de recréer le réseau neuronal du véhicule, ceci dans l'objectif de lui redonner son intelligence de manière à garder les fonctions de confort, de sécurité, et je dirais même de rajouter de nouvelles fonctions de manière à coller aux spécifications de notre client. Ça aussi, c'est l'avantage du rétrofit, c'est d'adapter l'offre rétrofit aux besoins, aux spécifications du client. Voilà. Alors, on parlera de recyclage en deuxième partie. On peut parler de recyclage dans le rétrofit aussi? Bien sûr, puisque il va sans dire qu'on récupère des éléments de la chaîne de traction thermique. Et là, c'est bien le cycle vertueux du rétrofit, hein, c'est que ces éléments thermiques sont soit réutilisés tels quels, quand leur état le permet, soit remanufacturés pour une utilisation, là aussi, des éléments du moteur thermique. Et d'autres éléments, je pense notamment au réservoir AdBlue ou des choses comme ça. Et comme les constructeurs, vous proposez au-delà du véhicule des services également, une offre globale? Bien sûr, Il on n'y a pas voit là uniquement aussi l'acquisition du véhicule, c'est ça? ouais, on voit que nos clients sont demandeurs de packages de prestations. Donc c'est la maintenance, c'est le leasing, c'est des services connectés. C'est un ensemble de services de gestion de flotte que l'offre rétrofit Kitech, hein, c'est le nom commercial de l'offre Kinomic, peut avoir. Alors venons-en maintenant à tout ce qui... Mais réglementation, on en parlait hier avec la Commission européenne et avant-hier également. Est-ce qu'on va vers une harmonisation justement européenne du rétrofit? Ou alors c'est franco-français, on vient toujours au même problème? Et alors ça, c'est un sujet... Épineux? Alors, sans être épineux, c'est un peu le serpent de mer du rétrofit, puisque, vous le savez, ce texte, ce fameux arrêté du rétrofit date de mars 2020. Aujourd'hui, nous travaillons avec un texte du rétrofit franco-français, et qui a une particularité que nous partageons d'ailleurs avec l'Italie, d'un rétrofit d'une homologation par type. Alors l'homologation par type, c'est le fait de dire j'homologue un véhicule et je peux le rétrofiter à des centaines d'exemplaires dès lors que j'ai passé mes certifications. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle fait école et que nous dirigeons vers une harmonisation européenne, évidemment suivant le modèle du rétrofit français. Je dirais que c'est en cours et on espère d'ici 1 an à 18 mois voir quelque chose éclore. Bon, on en parlera dans 2 ans à Solid France. D'ici là. Évidemment. Ou d'ici là. Daniel Gaspard, donc directeur des opérations de maintenance chez TIP, donc je rappelle loueur de semi-remorques et citernes. On peut parler également de durée de vie rallongée pour les citernes. On va le voir avec un exemple bien précis dans un instant. On peut parler de grandes transformations de la maintenance aujourd'hui, même dans la semi, dans la remorque. Oui, alors on a adapté notre offre de maintenance sous l'angle de la consommation d'énergie, de nos ressources en tant que collaborateurs.
comment on pouvait avoir le moins d'impact sur ces opérations de maintenance. Quelle qualité de pièces on pouvait adapter. Est-ce qu'on prenait de la pièce remanufacturée, par exemple? Et on a accompagné nos clients qui font face à plusieurs défis actuellement pour verdir leur flotte également. Ils ont quelques contraintes financières. On a pris en compte les difficultés rencontrées post-Covid sur le coût des actifs, sur l'allongement des durées de livraison. Et de là, on a recréé une offre sur la collecte de lait, spécifiquement, un actif qui est assez onéreux. Et comme pour Renault, on a revu la partie structurelle du véhicule pour également avoir le moins d'impact sur la maintenance dans le futur. Avec un recoupement des opérations, c'est ça? C'est ça. En fait, on regroupe, on a redéfini tout un plan de maintenance qui regroupe un certain nombre d'opérations. On réduit l'impact énergétique, humain sur nos opérations de maintenance. Et ensuite, on passe au reconditionnement où là, comment dirais-je, on réadapte le véhicule à l'usage du client. Concrètement, avant, il y avait une inspection, et là, il y avait un changement éventuellement de composants, un essieu, etc. Là, vous proposez directement, c'est là le changement, un kit Sampa, c'est ça, avant même une inspection? On a travaillé avec Sampa et avec un de nos partenaires Global Distribution pour on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure pour accélérer nos processus de maintenance. Et pour pouvoir allonger la durée de vie de nos véhicules. C'est d'anticiper les approvisionnements également de pièces? Oui, c'est ça. Dans notre approche, on a essayé de travailler sur l'ensemble des émissions, notamment celles qui sont liées au transport de nos pièces vers l'ensemble de nos ateliers, et comment on pouvait aussi les réduire les livraisons express, par exemple, grouper le transport de pièces pour réduire l'impact sur le coût de transport et les émissions liées au transport. Et pour avoir des pièces, un équipement proche du neuf également? Bon. Pour avoir des pièces également proches du neuf? C'est-à-dire? Dans le plan de transformation que vous proposez, oui. C'est ça? Oui. Alors, par exemple, sur le reconditionnement de collecte de lait, l'ensemble le scope des opérations concerne la structure du véhicule, la structure même du véhicule, le châssis du véhicule, l'ensemble de la partie électrique, pneumatique, le remplacement des essieux, et ça nous permet aussi, vous l'avez dit, d'avoir une partie de circularité maintenant en interne au sein d'ateliers TIP. Alors donnons l'exemple de la collecte de lait pour justement la durée de vie de la citerne. Donc sur la durée de vie, initialement, on avait en moyenne une durée de détention de 8-9 ans. Et on a réussi par ce programme, notre objectif c'est de doubler la durée de vie et d'offrir l'intégralité du service de maintenance ensuite associé à nos clients. Donc c'est vraiment, on débute sur la partie structurelle du véhicule, l'ensemble des composants, même pour refiabiliser le véhicule sur sa durée de vie, nous réduire l'impact ensuite de maintenance au sein de nos ateliers, et un aspect également esthétique, comme le fait Renault, pour donner aux clients un aspect proche du neuf pour les véhicules. Alors on n'a pas choisi cet exemple par hasard, Oui. parce que ça permet en fait, c'est quand même important, de doubler la durée de vie de la citerne. C'est ça. L'ensemble donc on a établi ce cahier des charges de manière à doubler et de tenir la promesse qu'on fait à nos clients, plutôt que de racheter un véhicule neuf, de leur mettre à disposition ce véhicule reconditionné, de le louer sur la même durée de vie, donc doubler. Sur 18 ans, on remplace l'ensemble des composants qui sont notés ici. Vous gardez le châssis, c'est ça? C'est tous les... On garde le châssis, on garde la citerne en elle-même. On fait toutes les opérations également de reconditionnement du système de pompage. Et on a également la capacité de mettre à jour certains composants
par exemple l'éclairage ou la batterie de pompage en elle-même qui offre maintenant de meilleures capacités pour un confort plus important pour les opérateurs durant leurs opérations. Donc doubler la durée de vie de la citerne de lait, c'est un exemple. Pour les rideaux, je crois que c'est jusqu'à 5 ans. Bon. Pour les rideaux, c'est jusqu'à 5 ans. Et pour d'autres véhicules, la partie rideau coulissant par exemple, notre objectif c'est d'étendre la durée de vie des véhicules de 5 années à peu près, 5-6 années. Et vous proposez de nouveaux contrats, non? Vous avez également, par rapport justement à ce reconditionnement? Alors, soit on va offrir à des clients qui recherchent ce type de solution avec un loyer plus réduit, plus intéressant pour eux, soit ça va être le client qui nous retourne son véhicule en fin de location et on va lui reconditionner. Donc on a un délai à peu près de 2 mois. On va lui reconditionner, on va lui mettre un véhicule d'attente et ensuite on lui reloue sur la durée qu'on aura convenue ensemble. Alors Arnaud, si on devait reprendre donc tous ces exemples, il y a un coût quand même. Est-ce qu'il y a des aides pour tout ça, pour justement le reconditionnement, le rétrofit? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Alors, effectivement, je vous les avais mentionnés. Les 2 fiches C2E, et notamment celle qui concerne le poids lourd, donc qui s'appelle TRA EQ 129, propose des aides suivant les tonnages qui vont de 20 à 40 000 euros. Donc on est sur une aide qui est une aide privée, puisque ce sont des C2E, sur laquelle les exploitants ont de la visibilité, puisque les C2E courent jusqu'à 2030. Ça, c'est la première chose. Et le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est profitons-en, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. La bonification des C2E est, elle, assez courte, jusqu'à fin 2026. Donc on a quand même une aide qui est importante. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'était l'ambition de la France qui est transcrite dans la stratégie nationale bas carbone. C'est que je vous dise pas de bêtises, je l'avais remise, mais elle était de 30% de mémoire à horizon 2030 de véhicules électriques. On sait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1,9% d'immatriculation. Donc, on aura du mal à y arriver. Okay, et finalement, les chiffres que je voulais que je vous ai donné, c'est vraiment pour expliquer qu'on a une super fenêtre de tir. C'est-à-dire qu'on a un parc de véhicules qui a le bon âge pour être rétrofité, et vous l'avez dit. On a des subventions, on a des coûts qui augmentent. On a des subventions qui sont aujourd'hui importantes. On a un marché du véhicule neuf qui ne sera pas suffisamment rapide pour atterrir sur les objectifs que la stratégie nationale bas carbone nous a fixés. Donc ça veut dire qu'on a besoin des solutions dont on vient de se parler. Alors Pierre, justement, on parlait d'objectifs. On sait que les constructeurs ont des objectifs CO2. À date, on sait que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est dans le neuf, est-ce que le reconditionnement est compris également dans ces objectifs? Je ne pense pas. Mais... Alors non, il n'est pas comptabilisé dans les émissions Vecto. Alors malgré tout, Renault Trucks est engagé dans une stratégie de décarbonation qui, on va dire, dépasse les obligations réglementaires. Et on a avec la régénération, le reconditionnement de véhicules, on fait des économies significatives. C'est à peu près 22 tonnes de CO2 économisées pour un véhicule qui est reconditionné plutôt qu'aller vers un véhicule neuf. C'est 200 mètres cubes d'eau, c'est 7 tonnes de matériaux. Mais ça, c'est pas comptabilisé. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ça soit comptabilisé, justement? C'est des choses qui doivent être prises en compte, effectivement, au niveau des autorités, de manière à promouvoir une approche plus circulaire de l'économie. Et globale aussi. Exactement, sachant qu'aujourd'hui, la décarbonation et les réglementations Vecto, pour nommer la norme à laquelle on est contrainte sur les véhicules industriels, c'est une norme qui est construite dans le cadre d'une économie linéaire, c'est-à-dire qu'elle ne comptabilise que les émissions moyennes des véhicules neufs commercialisés par les constructeurs. Même chose, Frédéric, pour le rétrofit? Alors oui, effectivement, je vais dans le même sens. Et pour compléter, il faut savoir qu'un véhicule rétrofité
Aujourd'hui, sur la base d'un véhicule utilitaire léger, suivant l'étude de l'ADEME, c'est 56% de gaz à effet de serre en moins par rapport à un véhicule natif électrique. Et dans le cas de Kinomic, puisque nous avons mené dans le cadre du CORAM dont nous sommes lauréats, le CORAM étant le comité d'orientation pour la mobilité, pour la mobilité, nous avons donc mené cette étude ACV qui est tout à fait favorable au rétrofit et qui corrobore bien les propos précédents. Malheureusement, on sait que les autorités ne prennent pas souvent en compte les études, on l'a vu sur différents sujets. Idem, je suppose, pour votre secteur. Oui. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'aide, ça on le sait. C'est pire même. Bon, nous, on a estimé que ce reconditionnement, c'était 35% pardon, d'émissions de CO2 en moins par rapport à un véhicule neuf. On sait qu'il va potentiellement y avoir des impacts aussi avec Vecto, mais pour l'instant, on n'a pas de point par rapport à ça. Messieurs, je vous remercie. Je vous propose de regagner vos places. Et je vais demander maintenant à Emmanuel Vincent, président de Sampa France, et André Safiro, directeur général de Cyclavia, de venir me rejoindre ici sur scène. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc, deuxième partie. Tout d'abord, je vais commencer par vous, Emmanuel. Donc, Emmanuel Vincent, président de Sampa France. Je vous rappelle, conception et fabrication de pièces détachées pour véhicules industriels. Votre société a été créée en 1994, je crois. Tout à fait. Et puis, là, du coup, on l'oublie aussi, mais là, vous avez une logique de décarbonation déjà depuis plusieurs années sur les pièces détachées VI. Ça date pas d'aujourd'hui, en tout cas. Alors, effectivement, d'une façon globale, le groupe dans lequel je travaille, industriellement, est inscrit dans une démarche Fit for 55 qui nous mène à une décarbonation zéro émission carbone en 2050. Aussi, on a intégré dans le flux logistique une optimisation des émissions de gaz à effet de serre en rentrant dans la démarche Fred 21. Ça, c'est le cadre global de l'entreprise et c'est une des valeurs importantes de création d'une économie avec un développement durable. Alors, est-ce qu'on peut parler, comme pour les véhicules en pièces détachées, de reconditionnement, pas rétrofit, je pense pas, mais de reconditionnement des pièces, ça existe déjà? Alors, le reconditionnement des pièces, c'est quelque chose qui démarre dans l'activité. Aujourd'hui, le positionnement de Sampa, c'est un fabricant et un équipementier de pièces détachées. Et on est déjà dans cette logique de réparation et de durabilité sur les véhicules. Aujourd'hui, l'approche que peut avoir Sampa, et M. Gaspard de TIP en a parlé, on a une confrontation dans le monde économique, notamment en France et puis dans tous les pays matures, avec des difficultés de trouver des ressources de personnel, des difficultés de trouver les compétences également, et le coût des pièces arrive à être quelquefois inférieur au coût de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion industrielle qui est en train de se passer pour essayer d'optimiser la globalité du coût d'intervention en optimisant le temps et en optimisant le package de pièces qu'on va remplacer. Alors, on peut donner quelques exemples. Par exemple, vous récupérez les moyeux et vous allez jusqu'à améliorer les coûts de revient kilométrique, je crois, de 20 à 30%, c'est ça ? Ce sur quoi on a travaillé, c'est essayer de se poser industriellement avec des experts techniques et de regarder sous quelle forme on pouvait intervenir de la façon la plus rationnelle sur un véhicule. Culturellement, un véhicule, on changeait la pièce quand la pièce était endommagée et on pouvait revenir 6 mois ou 1 an après à redémonter une pièce qui nécessitait de démonter. Aujourd'hui, on a fait des kits de pièces prémontées. Prémonter le maximum de ce qu'on peut prémonter en usine, c'est tout le temps qu'on peut gagner sur le terrain. Je vais prendre un exemple simple. Les roues, elles sont tenues par un goujon. Pour démonter un goujon, un mécano va devoir mettre 10 coups de marteau pour le démonter, 10 coups de marteau pour le remonter. Sur un essieu, il y a 20 goujons. Je vous laisse calculer le coup de marteau. C'est 1 heure de marteau. C'est 1 minute industriellement sur une chaîne de production automatisée. Donc nous vendons les moyeux avec les goujons. On gagne du temps sur ce poste-là. Alors, vous vendiez donc des packs complets jusqu'à présent, vous continuez, et vous proposez, là, je crois que vous le dévoilez à Solutrans, de louer ce pack maintenant, et vous parlez, je crois, de transfert de responsabilité risque. Alors, expliquez-nous tout ça.
quand on a regardé le fonctionnement d'un véhicule et on rentre dans une démarche de rétrofit et de reconditionnement du véhicule roulant, aujourd'hui il y a une inquiétude au prolongement de l'usage du véhicule qui est à un moment donné cette fameuse incertitude technique. Alors, je précise ce que Sampa propose est pour le véhicule remorqué. Et quand les véhicules arrivent à 12 ou 15 ans, les gens aujourd'hui avaient la culture peut-être de le remplacer par incertitude. Et ce qu'on a décidé de créer, c'est un pack complet de pièces détachées qui nous permet d'intervenir et de remettre le véhicule à neuf. Et à partir de ce moment, on a envisagé de le facturer mensuellement pour rentrer dans un pack de contrats de maintenance où la responsabilité technique du véhicule qui va être rétrofité est transférée sur la personne qui fournit le contrat de maintenance, qui est l'équipementier qui fabrique ces pièces et qui dessus s'engage sur la durée de vie des véhicules. Donc c'est une nouvelle gestion des pièces détachées finalement pour une entreprise de transport? Pour une entreprise de transport, ça peut répondre à deux besoins. Un client qui a une faible flotte, ça lui permet d'externaliser la maintenance parce qu'on a des partenaires avec nos réseaux de distributeurs qui assureront la maintenance des produits. Ça peut répondre sur des flottes qui sont plus grosses à une forme de logique. Alors le terme anglais, c'est du make or buy. Vous avez un client qui a une très grosse flotte avec des très gros ateliers, mais qui se retrouve dans une zone géographique avec un nouveau client, avec pas de possibilité d'assurer son entretien par lui-même. Dans ce cas-là, ça répond à une possibilité d'externalisation de l'intervention. Sur un véhicule de 12 à 15 ans, vous rallongez quelque part la vie de combien de temps d'années en moyenne? Globalement, tout dépend des pièces, bien sûr. Daniel en a parlé, on a souvent des pas de maintenance qui sont de 5 ans. Aujourd'hui, nous, le contrat Sampa Infinity qu'on propose est sur 48 mois. Donc, comme on remet à neuf tous les ensembles d'usure du véhicule tous les 48 mois, on peut envisager de le faire une fois, 2 fois, et à nous d'envisager quelque chose où la durabilité prend le pas sur le véhicule neuf. André Safro, donc vous êtes directeur général de Cyclevia. Alors on parlait des véhicules, des pièces détachées, mais également, ce n'est pas de prolonger, mais on peut donner une valeur ajoutée sur également les déchets, entre guillemets, des véhicules. On va présenter tout d'abord ce que Cyclevia, vous êtes présent ici à Solutrans. Oui, donc Cyclevia est un éco-organisme qui évolue dans le domaine de la prévente au niveau du transport. Il faut savoir que depuis les années 90, l'État s'est appuyé sur le principe du pollueur-payeur et donc impose au producteur d'un produit neuf qu'il met sur le marché français de s'occuper de son tri, de sa collecte et de son recyclage au niveau de la prévente pour qu'il soit réintégré dans l'économie. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Il y a économie et puis circulaire pour que ça puisse revenir au sein de l'économie. Donc en ce qui concerne Cyclevia, il s'agit d'une loi qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage économie circulaire de 2020, qui impose aux producteurs de lubrifiants, donc à toutes les huiles, moteurs, bois de pont, les amortisseurs, les vérins, etc., qui sont mis sur le marché par les producteurs, donc par tous les producteurs nationaux que vous pouvez connaître, de récupérer ces huiles, donc d'organiser leur collecte, leur tri, et puis leur retour sur le marché. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on met sur le marché à peu près 450 000 tonnes d'huile en France et Cyclevia en collecte la moitié, 240 000 tonnes à peu près sur le marché français. Alors depuis 2020, non seulement on doit trier et collecter, mais aussi on doit réfléchir à l'éco-conception de ces produits pour qu'ils puissent être aussi performants, on l'a entendu tout à l'heure au niveau des trucks, et bien aussi performants que les produits neufs issus du pétrole classique. Donc jusqu'à maintenant, utiliser des huiles usagées était peut-être mal vu ou les clients étaient assez réticents à les utiliser. Et bien demain, on sera tout aussi fiers d'utiliser de l'huile recyclée au sein de son véhicule, même pour faire des intervalles de vidange à 80 000, 100 000, 120 000 km. Alors, précision importante, André, Cyclevia n'a pas de but commercial, lucratif. Tout à fait. En fait, il y a une vingtaine de filières en France. Vous en avez au niveau de vos téléviseurs, des machines à laver, des bateaux, des véhicules hors d'usage, etc. Tous les secteurs. Donc, au niveau des huiles usagées, ce sont des éco-organismes, donc des sociétés commerciales de droit privé, par contre, qui n'ont un but non lucratif. C'est-à-dire que nous avons un but d'intérêt général. Nous sommes là pour que la filière puisse fonctionner le mieux possible dans une économie circulaire.
Donc concrètement, pour une entreprise de transport, on va prendre le cas des huiles usagées par exemple. Alors concrètement, pour une entreprise de transport, lorsqu'elle achète un fût d'huile, eh bien, elle va payer à son fournisseur une petite partie qui s'appelle une éco-contribution qui revient à Cyclévia et qui lui permet de fonctionner. Une fois que l'entretien du truck a été fait et que vous avez de l'huile usagée dans une cuve, le transporteur a la possibilité soit d'appeler directement l'éco-organisme, donc il y a un QR code, il suffit de l'appeler directement, ou d'appeler classiquement son collecteur qui viendra chercher gratuitement, personne ne paye dans ce cas-là, donc qui viendra chercher gratuitement l'huile usagée, et derrière, notre objectif, nous avons des objectifs de l'État et nous sommes amendés si nous n'y arrivons pas, est de l'emmener à la régénération pour en refaire une huile recyclée, une base recyclée qui peut être additivée et remise sur le marché, encore une fois. Voilà. Et ça va aller, on peut en parler bientôt jusqu'aux emballages de lubrifiants. Je parle concernant les entreprises de transport qui ont des ateliers intégrés, entre autres. Alors tout à fait, ça peut intéresser l'auditoire ici, puisque un décret est sorti en début de semaine, alors c'est tout frais, c'est de lundi, où bien Cyclévia va être également dans l'obligation de récupérer l'ensemble des contenants d'huile, donc les fûts, de la burette au cubiténaire, les fûts, les bidons plastiques, la ferraille, etc., qui est souillé par de l'huile neuve ou de l'huile usagée. Notre métier, dans un premier temps, sera d'envoyer ça au niveau de la valorisation énergétique, puisqu'il n'existe pas de filière de recyclage pour ce type de déchets dangereux. Mais au fil du temps, nous avons l'obligation d'en faire ce que l'on appelle une boucle fermée, c'est-à-dire de nettoyer, de les mettre en copeaux, en fait, de les découper, et derrière de pouvoir les recycler pour que ça devienne peut-être demain des bidons, mais pour que ça puisse être utilisé dans l'économie classique. Donc globalement, c'est transformer les contraintes réglementaires quelque part en opportunités pour une entreprise, et notamment entreprise de transport. Pour une entreprise de transport, tout est bénéfice, puisque avant 2022, une société payait son enlèvement d'huile, plus une TGAP. Aujourd'hui, le montant de l'éco-contribution pour Cyclévia, c'est simplement le montant de la TGAP, donc il y a au moins cette économie qui a été faite. L'enlèvement des fûts d'huile ou des bidons souillés coûte beaucoup d'argent, c'est plusieurs centaines d'euros la tonne aujourd'hui à l'ensemble des entreprises, et demain ce sera gratuit. Bien sûr, il y aura une éco-contribution à payer au départ, mais elle est bien moindre que ce qui est à payer aujourd'hui dans ce type de déchets. Ça veut dire que le déchet devient quelque part une valeur pour l'entreprise. Il faut en être conscient. Lorsqu'on a une cuve au fond du parking où l'on met des huiles usagées, où on met des bidons comme ça de façon un peu anarchique dans des bennes, demain, le fait de les trier, le fait de mieux les stocker, de les abriter, permet de transformer ce déchet en matière première. Et cette matière première, on peut enfin la valoriser, et ce qui permet que la filière soit la plus autosuffisante possible. Elle devient viable. Emmanuel, pareil, profiter un petit peu, enfin profiter entre guillemets de la transition énergétique, montrer que même les pièces détachées ont une valeur ajoutée dans son parc en fait. C'est un élément important du programme, parce que quand je vais démonter les composants qui ont déjà eu la première vie, aujourd'hui ces éléments démontés vont devenir la nourrice d'un cycle de remanufacturing. Alors on ne peut pas tout remanufacturer, mais après ça veut dire que dans un cycle professionnel organisé avec des règles, on va recycler correctement les matériaux, les valoriser correctement, et après une partie de ces produits n'ont peut-être pas atteint leur durée de vie complète, et d'une façon industrielle, on est capable de leur redonner une seconde vie dans un produit qui s'appelle un produit remanufacturé. Et en dehors de la notion de coût, il y a surtout la notion, dans la pièce poids lourd, ça a un impact important, parce qu'on le porte dans le nom, une pièce poids lourd, elle est souvent lourde, et donc dès qu'on intervient sur le remanufacturing d'une pièce, très vite on va sauver des gros montants de poids de carbone et de fonte qui ont un très gros impact carbone quand on crée le produit au niveau de la fonderie. Donc le cycle, il est vertueux et assez efficace, même sur un nombre de pièces assez faible. Messieurs, je vous remercie. On aura bien sûr l'occasion de reparler du rétrofit, reconditionnement bientôt ici à Solutrans. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à tous et je vous retrouve dans un petit quart d'heure pour la prochaine conférence sur la logistique urbaine. Merci.